ton écran, mais je te vois au-dessus. Je vois Ouais, aussi ta caméra. c'est Ok. normal, parce que j'ai pas encore retiré ma webcam. Bonsoir, bonsoir à tous et à tous. C'est notre nouveau webinaire. Cette fois, c'est moi qui vais l'animer, c'est pas Muriel, et c'est sur les jeux vidéo. Alors, avant de commencer directement, avant de commencer tout de suite, on va faire un petit rappel sur les aspects techniques, comme d'habitude, comme à chaque fois. Donc, c'est un séminaire, un webinaire en direct. Donc, évidemment, avec le direct, il y a toujours des aléas possibles. Donc, bon, vous savez qu'on enregistre les webinaires à chaque fois en vidéo intégralement. Ils sont disponibles dans le module 05 et donc vous pourrez revoir les parties que éventuellement vous avez manquées. Mais si par exemple en cours de route vous perdez le son, la solution est assez facile. Vous sortez de l'application, vous y revenez et généralement ça règle le problème. Voilà, maintenant on peut y aller, on peut commencer. Et comme d'habitude, à la fin du webinaire, on laissera un temps, une session pour les questions-réponses. Les jeux vidéo, bénéfiques ou nocifs pour les enfants, parce que bien évidemment, ce sont les enfants qui nous intéressent. Alors, au sommaire de ce soir, on va d'abord replacer un peu le cadre, le contexte des jeux vidéo. Donc, de quoi parle-t-on? Pourquoi est-ce important? On va voir que c'est l'objet d'un débat plus ou moins houleux entre ceux qui sont favorables, ceux qui sont plus réticents. On va également avoir l'occasion de mettre en avant l'avis des enfants, de quelques enfants qu'on a interrogés nous-mêmes. On va Je vois également... pas ton écran, hein. Répète Je ça? vois je vois les deux petits écrans, mais je vois pas ton écran en une seule. Ah oui, d'accord. C'est important ça. Ouais. Donc déjà, je Donc, retire ma webcam. je vois ta webcam Et et ensuite, puis ouais, je vois les deux petits écrans, mais je vois pas ouais, ouais, l'écran pour celui qui suit la conférence. tu as raison. Donc, il faut que je définisse ça. Comment on fait déjà? Toc, toc, toc. Puis, Paramètres. tu avais les petites icônes. Ouais, mais justement, je cherche, bouge pas. Là, les petites icônes en haut à droite, là. Non. Vas-y, à droite, à droite. Non, mais je suis À- dessus, là. Ah oui, c'est l'écran. Toc, voilà, un petit peu au-dessus, à la droite de l'heure. Encore au-dessus. arrête, arrête. Je suis en train de regarder, là. Donc, arrête. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux? Ben non. Voilà, c'est bon. D'accord, c'est l'écran principal. D'accord, ok. Tu as bien fait de m'arrêter. Mais là, quand on le fera, il faudra m'arrêter tout de suite. Oui. D'accord? Dès le début. Dès le Bah, début, il faut pas. assure-toi que ça marche avant de démarrer. Ah ben non, 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 justement, moi, j'en sais rien. C'est toi, tu sers à ça. Mais Je sais pas. tu dois Je dire, sais est-ce pas ce que que voit. tu tu C'est dois pour ça que tu vois. tu dois le demander. Ouais, d'accord. Ok. Donc, l'avis d'un parent et d'un pratiquant. Attends, c'est toujours pas bon, là. Tu vois toujours que les deux écrans. Tu vois Mais toujours que les oui, deux diapositives à la fois. oui. Bah, tu m'avais dit que c'était bon. C'est devenu pas bon. Oui. Et là, 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 non, c'est là, pas tu vois bon. toujours les deux diapositives à la fois. Ouais, Et là aussi. ouais. Incroyable. Mais je veux. Attends, écoute-moi, écoute-moi. Bon, là, c'est bon. C'est bon ou c'est pas bon? Là, ça y est, le sommaire, il est en train de s'afficher.
Je vois un écran, mais il est un petit peu coincé, hein. Bon, vas-y. De quoi parle-t-on? C'est bon. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Parce que c'était pas du tout ce que je voulais, moi. Bon, qu'est-ce que tu vois là? Ben, il est bloqué sur... Là, il y a demain très bientôt. Avec l'image des jeunes qui ont Ouais, des ouais, lunettes. mais parce que ça, c'est parce que le réseau est lent, en fait. Ouais. Le réseau est lent. Donc attendons un peu et dis-moi quand tu verras le sommaire et seulement le sommaire. Mhm. Sommaire. Voilà. Et tu vois que le sommaire. Tu vois pas Oui. Non, non, diapositive suivante, l'horaire et ainsi de suite. On est non. d'accord. Bon, t'y arrivé. Ok. Donc, on verra aussi l'avis d'un parent et d'un pratiquant. On verra quelles sont les recommandations que nous vous proposons en la matière. Et enfin, on fera les questions-réponses. Alors, de quoi parle-t-on? Tout d'abord, il faut réaliser et admettre que les jeux vidéo, c'est devenu une industrie majeure, une industrie énorme. Alors, on le répète assez souvent, mais ça vaut le coup d'être dit, c'est qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est bien plus grand que l'industrie du cinéma. Et ça, depuis 1997. Alors, les chiffres que j'ai mis sur la diapositive, là, ils datent de 2012 parce que c'est les derniers chiffres officiels, mais on imagine bien qu'en 5 ans, ça a beaucoup évolué. Et ça a beaucoup évolué dans le sens d'une croissance importante. Et aujourd'hui, les sorties des nouveaux titres, des principaux nouveaux titres de jeux vidéo, c'est des budgets qui sont tout à fait comparables au budget des grosses sorties de cinéma, c'est-à-dire autour de 200 millions de dollars. C'est pas rien. C'est important également de comprendre que désormais tout le monde est concerné. On va le voir à travers les chiffres statistiques un peu plus loin. Il y a le jeu vidéo dans sa grande diversité concerne à peu près tous les compartiments de la population, des plus jeunes pratiquement aux plus vieux. En plus de ça, les pratiques ont explosé, c'est-à-dire qu'auparavant, ça se cantonnait aux PC et aux consoles. Maintenant, on peut dire que c'est assez largement multi-support. Il y a des jeux sur mobile, il y a des jeux online, et ainsi de suite. Et on n'a encore rien vu parce qu'on va aller vers une sophistication, un approfondissement, une immersion toujours plus grande à travers les dispositifs de réalité virtuelle ou de réalité améliorée ou étendue. On va aller toujours plus loin dans la simulation réaliste. Donc, dans les années, les dizaines d'années qui viennent, le jeu vidéo prendra une part toujours plus grande. Donc là, j'ai mis une photo sur la diapositive demain très bientôt où on voit quatre hommes jeunes munis de masques assez grotesques en fait. C'est d'ailleurs assez amusant parce que c'est clair que demain, nos pratiques ne ressembleront pas à ça dans la mesure où ces dispositifs qui sont assez grossiers disparaîtront assez vite et seront remplacés par des dispositifs bien plus sophistiqués. Mais ne croyez pas que ça va mettre longtemps à arriver parce que c'est déjà techniquement relativement prêt. Tu vois bien la même chose ou il y a toujours un décalage? Ça va. D'accord. Alors pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important pour nous, en dehors de l'importance du secteur en tant que tel, son poids économique, son influence sur la société? Eh ben, c'est important d'abord parce que ça concerne les enfants. Tous les enfants sont concernés et certains très très tôt. De plus, c'est pas un phénomène innocent, c'est pas un phénomène inoffensif. Avec les jeux vidéo, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène d'addiction qui existe, qui est bien réel, et avec des effets secondaires négatifs qui sont importants. Donc on ne peut pas
le traiter sans, on ne peut pas ne pas s'y intéresser. La tentation est partout, on l'a vu, et ça va pas baisser parce que le jeu vidéo a cette capacité à s'infiltrer partout où il y a de la technologie, et la technologie devient de plus en plus omniprésente dans notre vie moderne. Donc, c'est très important que chacun s'intéresse à l'utilisation des jeux vidéo au sein de sa famille, pour ses enfants, comment il s'en sert et à quoi il s'en sert. Toujours si on regarde les chiffres, et là il s'agit de chiffres officiels, il s'agit de chiffres qui sont diffusés directement par les syndicats professionnels, on s'aperçoit que la consommation de jeux vidéo est encore plus grande que le temps passé à l'école. On estime qu'en une année, on passe à peu près 900 heures par an à l'école, alors qu'aujourd'hui, on recense déjà 1200 heures devant les écrans. Alors, les écrans, c'est quelque chose de global. C'est pas seulement les jeux vidéo, ça peut être aussi Internet, ça peut être aussi la télévision, parce que dans ce domaine-là, c'est plutôt du cumulable, hein, c'est plutôt cumulatif. C'est-à-dire que à mieux vaut qu'ils jouent aux jeux vidéo plutôt que de regarder la télé. Non, ça s'additionne. C'est plutôt dans ce sens-là. On voit également, et ça confirme le fait que les jeux vidéo concernent tout le monde. On voit que 40% des joueurs déjà sont des femmes. C'était une des grandes ambitions de l'industrie du jeu vidéo il y a une dizaine d'années, c'est d'aller vers la clientèle féminine. Ben, il semblerait que déjà ce soit assez réussi et qu'un joueur sur cinq a plus de 50 ans. Ça peut surprendre, mais c'est une réalité. Et aux USA en tout cas, mais on sait que ça va venir en Europe 5, 10, 15 ans après, 97% des jeunes jouent, donc c'est vraiment très important. Alors voilà un communiqué de presse du principal syndicat professionnel des jeux vidéo qui explique que les deux tiers des foyers américains jouent régulièrement aux jeux vidéo. Donc il y a tout un tas de statistiques qui sont déroulées dans ce communiqué de presse qui est assez intéressant. Et alors, j'ai fait un focus particulier sur un certain nombre de données chiffrées qui sont données dans ce communiqué de presse. Et en particulier, 80% des parents considèrent que les jeux vidéo ont une influence positive sur leurs enfants. Donc, ah non, c'est pas 85, c'est 71%. 71% des parents ont une opinion positive de l'influence des jeux vidéo sur le développement de leurs enfants. Donc on voit qu'il y a un a priori très favorable, en tout cas dans ce qui nous est communiqué officiellement par les syndicats professionnels. Alors en réalité, c'est quand même un débat un peu plus houleux dans la mesure où il y a des promoteurs des jeux vidéo, mais il y a aussi des gens qui dénoncent l'influence des jeux vidéo. Alors déjà, parlons de ceux qui nous disent que les jeux vidéo, c'est merveilleux. Alors j'ai mis ici sur cette diapositive, on voit une photo de Yann Leroux, qui est l'auteur du livre Les jeux vidéo, ça rend pas idiot. Alors notre Yann Leroux, là, c'est un peu le Yannick Noah de la psychologie. Alors, il se trouve que j'ai rencontré Yann Leroux il y a quelques années dans une conférence sur Internet. Et il était là justement pour parler des jeux vidéo et il était opposé à un détracteur des jeux vidéo, un psychologue euh, très, très intéressant, mais qui n'avait pas la même capacité à parler en public que Yann Leroux. Et donc, évidemment, la salle a pris fait et cause pour notre Yannick Noah de la psychologie. Donc, il y a toute une école de pensée avec des personnages visibles comme Yann Leroux qui disent que les jeux vidéo sont bénéfiques aux enfants, participent à leur développement, sont même un outil éducatif. Et il y a toute une rhétorique, je dirais même une propagande qui se développe dans ce sens. Alors il ne s'agit pas seulement de la France, hein, c'est un phénomène qui est mondial, puisqu'aux États-Unis également, on a un certain nombre de voix
qui se font entendre, tels que Jen McGonigal, qui a une certaine audience puisque son livre Reality is Broken fait partie des meilleures ventes, de la liste des meilleures ventes publiées par le New York Times. Donc, elle a quand même une certaine audience. Et elle est dit que bon, la réalité est pas aussi parfaite qu'on le voudrait, mais que les jeux vidéo peuvent nous aider à réparer toutes les erreurs du monde réel et aussi en particulier dans le domaine de l'éducation et donc évidemment en ciblant les enfants. Et on voit que là, toujours Jen McGonigal, elle a publié en 2013 un tweet disant que une étude prouvait que les jeux vidéo n'avaient pas d'impact négatif sur les enfants, puisqu'il s'agissait d'une étude britannique qui avait suivi 11 000 enfants pendant une décennie pour voir si les jeux vidéo avaient provoqué un déficit d'attention, des problèmes de comportement, d'humeur, etc. Résultat, non. Alors, comme d'habitude, il faut se méfier de ce genre d'affirmation parce qu'on s'aperçoit quand on creuse un peu, et là je vous ai mis une photo d'écran issue du site slate.fr qui explique en parlant de la même étude que c'est une conclusion tout à fait abusive car le journaliste de Slate qui a lu l'étude, qui l'a étudiée, dit non, non, c'est pas la conclusion, c'est pas que les jeux vidéo n'ont pas d'impact négatif, c'est que les scientifiques qui ont mené cette étude ont réussi à démontrer que la télévision avait un impact négatif, mais qu'ils n'avaient pas réussi à déterminer si les jeux vidéo avaient un rôle dans cet impact négatif. Donc c'était déjà une conclusion beaucoup plus mesurée que le grand cri de triomphe que poussait McGonigal. Donc à ce niveau-là, il faut se méfier des résumés hâtifs d'études scientifiques qui souvent se déroulent sur des dizaines de pages et qui donnent des enseignements qui peuvent être radicalement différents des titres que vous voyez dans la presse. Parce que, au contraire, le problème d'addiction aux écrans, à l'accès à Internet, au monde numérique, aux jeux vidéo, ils sont bien réels. Et on voit de plus en plus de spécialistes, de professionnels qui commencent à réagir et qui commencent à prendre position pour limiter les effets négatifs. Alors j'ai mis un exemple parce qu'il est assez significatif, assez spectaculaire. Il s'agit de Justin Rosenstein, qui est un développeur vedette chez Facebook, puisque c'est lui, par exemple, qui a designé le fameux j'aime, le like de Facebook avec le pouce bleu en l'air. Et le même Justin vient d'annoncer il entamait une cure de désintoxication au numérique. Il désinstallait les applications sur son smartphone, etc., pour essayer de retrouver une vie normale car ce type-là, qui est un professionnel du milieu, qui est complètement impliqué, qui a même une certaine audience, même une certaine influence sur cet environnement, il a constaté sur lui-même les effets négatifs tels que difficulté à se concentrer, baisse du QI, conséquences sur le système cognitif, sur la mémoire, etc., etc. Donc, c'est pas tout à fait neutre. Et la démarche de ce Justin n'est pas isolée parce qu'on voit que de plus en plus de personnalités influentes du monde digital, ce qu'on appelle dans le jargon du milieu les digitaries, commencent à réagir face à tous ces effets négatifs. Par exemple, Steve Jobs, quand il était encore vivant, disait que lui, il interdisait à ses enfants d'avoir des iPhones et des iPads, alors qu'on aurait pu imaginer que au sein de son foyer, ça aurait été disponible à profusion. Jeff Bezos d'Amazon
dit la même chose et de plus en plus de dirigeants de start-up de Californie mettent un point d'honneur et le disent de n'inscrire leurs enfants que dans des écoles privées, bien entendu, où ils sont certains qu'ils ne seront pas en contact avec des outils numériques. Donc, on s'aperçoit à travers ce mouvement de rejet que les jeux vidéo, finalement, ne sont que la porte d'entrée des enfants dans le monde du numérique. Et donc, comme on voit également que l'univers digital s'étend en permanence et qu'on a du mal à en rester maître, qu'il est particulièrement important d'avoir une démarche éducative sérieuse en la matière. Parce que sinon, il est clair que si on laisse tout faire, eh bien, c'est ouvrir la porte justement au phénomène d'addiction, aux conséquences négatives et ainsi de suite. C'est particulièrement difficile. C'est particulièrement difficile aujourd'hui de prendre conscience de cet état de fait et de réagir en parents responsables, en éducateurs responsables, parce qu'on s'aperçoit que dans la presse, dans les médias, sur Internet en particulier, il existe un consensus large et très positif en faveur des jeux vidéo. Et c'est là où on voit que la propagande joue son rôle à fond pour accompagner le développement d'une industrie qui, on l'a vu, pèse des milliards de dollars. Mais ce consensus large et positif, il ne résiste pas à un examen même superficiel des faits. Et là, j'ai résumé cela en une seule photo que je viens d'afficher là sur cette diapositive, qui va s'afficher progressivement sur vos écrans, où on voit deux jeunes enfants grimaçant et ayant une attitude agressive et vraiment à cran. Est-ce qu'on a vraiment envie que ses propres enfants se mettent à ressembler à ça? Est-ce que ce consensus large et positif, ça résiste à cette image? Donc on voit bien que là, il y a un problème, il y a un hiatus, il y a en quelque sorte un espèce de grand écart entre ce que nous vend la publicité au sens large et la réalité des faits quand on se retrouve face à ce genre de situation. Alors justement, puisqu'il s'agit d'enfants, laissons parler les enfants et on a réalisé des petites interviews, des courtes interviews de deux enfants qui sont évidemment des consommateurs de jeux vidéo et on a réalisé une petite vidéo pour les interroger et leur demander leur avis. Donc on va les laisser parler et on va voir qu'eux-mêmes sont très conscients qu'il y a des effets négatifs potentiels et qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Donc on les écoute. Je joue à de la simulation de voitures de course. Je joue aussi à un truc qui ressemble à Minecraft. Je joue d'avion, de motocross. Et ce que j'aime dans Minecraft, c'est que on peut construire ce qu'on veut. Tu joues combien de temps au jeu? Ça dépend. Une session, c'est combien de temps pour toi? 30 minutes, 15 minutes. Et tu joues tous les jours? Presque. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ne peux pas jouer? Quand tu es puni, que tu n'as pas le droit de jouer? Qu'est-ce que tu ressens? Je sens une petite frustration dans moi. Je sens que j'ai envie de jouer. Je sens que j'ai envie d'exploser de colère. Quels sont les effets positifs, d'après toi, des jeux vidéo sur les enfants? L'effet positif est que à force de jouer au jeu, l'enfant va développer son réflexe dans le jeu. Si c'est un jeu sur la montre, comme on dit. Si c'est un jeu plutôt Minecraft, eh bien, il lui faut beaucoup de temps parce que moi, j'ai vu que quand je joue à Minecraft 15 minutes, c'est même pas assez pour construire une maison du niveau 1, quoi. Quels sont, d'après toi, les effets négatifs sur les enfants des jeux vidéo? Je l'ai vu moi-même et je le fais moi-même. C'est quand l'enfant doit arrêter de jouer. L'enfant veut continuer de jouer, évidemment, s'il aime le jeu.
et il va piquer une crise pour continuer de jouer. Et toi-même, tu fais ça aussi? Des fois, oui. Alors que tu sais que ça va pas t'aider. Des fois, oui. Des fois, j'ai tellement de colère que ça sort, quoi. Alors Baptiste, j'ai quelques questions à te poser à propos des jeux vidéo. Ok. Quels sont les jeux vidéo que tu pratiques? J'ai 3 jeux. Je joue à Clash Royale, Minecraft et Ravenfield. D'accord. Combien de temps est-ce que tu consacres aux jeux vidéo par jour ou par semaine? 10 minutes par jour. 10 minutes par jour? En moyenne, oui. D'accord. Donc ça fait à peu près 1 heure par semaine. 1 heure par semaine? D'accord. Et d'après toi, quels sont les effets négatifs des jeux vidéo sur les enfants? Il y en a certains qui jouent à un jeu et qui s'arrêtent plus de jouer et du coup ils vont plus dehors, ils vont plus s'amuser, ils vont plus avec des amis autres que virtuels. Voilà. Alors, on voit à travers ces deux témoignages, bon, il ne s'agit que de deux témoignages et assez brefs, mais quand même, aussi bien Justin que Baptiste nous mettent le doigt sur les effets négatifs qui sont déjà bien connus. Baptiste, par exemple, parle d'addiction et de se couper d'une vie sociale, de plonger, faire une immersion dans le virtuel excessive. Justin parle des problèmes de comportement liés aux frustrations d'un temps limité au jeu. Donc on voit bien que même ces enfants très jeunes sont très conscients du problème global posé par une trop grande consommation de ces moyens. Alors passons maintenant à l'avis d'un parent qui est également un pratiquant. Alors c'est directement, c'est moi-même. Alors on me voit sur cette photo où je suis au volant de mon simulateur de conduite, de pilotage de voiture de course. Alors, bon, je connais bien ce domaine-là puisque j'ai écrit un livre sur le sim racing, c'est-à-dire la simulation de voitures de course. Le premier livre en français qui s'est bien diffusé, que je continue à tenir à jour. Et là, on me voit au volant, aux commandes directement de mon simulateur. Donc, c'est un domaine que je connais assez bien. Alors, moi, mon expérience, elle est dans ce créneau particulier, la simulation. Alors, la simulation de conduite automobile, également un petit peu la simulation d'avion. En tant que parent, j'ai une expérience qui se répartit sur 4 fils, mais on peut dire que c'est le dernier qui est vraiment un joueur fervent. Donc, c'est lui qui est le sujet d'observation le plus intéressant et le plus significatif. Alors, comme j'ai moi-même un intérêt dans le domaine, je m'investis, je m'intéresse dans le choix des jeux que pratique le petit dernier, justement. Je contrôle le temps passé, les règles qu'on lui donne dans l'utilisation, la consommation de ces jeux sont très claires, mais on s'aperçoit qu'elles doivent être rappelées sans cesse. Alors justement, quelles sont ces règles? Alors, il y a un certain nombre de règles générales du genre pas de télé ou de console dans les chambres, mais également des règles qui s'appliquent à tous et pas seulement aux enfants. Par exemple, les parents doivent donner l'exemple en évitant de passer des heures devant la télé tous les soirs, parce que sinon, c'est directement une incitation à la consommation d'écran. Mais plus spécifiquement sur les jeux vidéo, il est clair que la règle numéro 1 et qui concerne les parents et éducateurs, c'est que vous devez garder le contrôle des différentes plateformes servant pour les jeux, que ce soit des consoles, il est 21h, que ce soit des dispositifs mobiles, des tablettes, des smartphones, ou que ce soit directement des PC, Mac, etc. Donc l'accès aux plateformes, la mise en place de mots de passe, des durées limitées, la mise en place de timers, etc. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut déléguer, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté, parce que sinon, c'est clair que dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à tous les dépassements.
Donc la bonne mesure, notre recommandation, si elle existe, c'est de limiter le temps passé, limiter non seulement le temps, mais également les choix, c'est-à-dire limiter l'accès à des titres acceptables. C'est pour ça qu'il faut directement s'intéresser aux jeux sélectionnés par ces enfants. Donc limiter le temps passé, ça passe par des tranches de 30 minutes maximum. Pas plus, ça peut être plusieurs fois 30 minutes, mais certainement pas plus de 30 minutes en une seule session. Limiter l'accès, ça veut dire éviter à tout prix les jeux violents, les jeux sanglants, mais également les jeux qui ont des rythmes trop saccadés. Le online également est à éviter, ou en tout cas à surveiller de très près, parce que là aussi, c'est la porte ouverte à peu près tout et n'importe quoi, et éventuellement le pire. Et puis, il faut encourager une certaine diversité, il faut éviter à tout prix les comportements monolithiques, donc faire en sorte que ce ne soit pas tout le temps le même jeu, pour éviter justement de se retrouver dans une situation de type tunnel, où l'enfant devient véritablement obsédé par ses performances, les scores à atteindre, ou ce genre de comportement. Alors à propos du temps limite, sur un site qui s'appelle app-enfant.fr, j'ai trouvé ce schéma que j'ai trouvé intéressant et significatif. Alors, dans ce schéma, on ne va pas tout détailler ensemble, on voit différentes tranches d'âge et on voit une constante, c'est pas plus de 30 minutes. Donc, on retrouve à nouveau cette granulation temporelle de limiter les sessions au maximum à une demi-heure. Mais on voit que dans ce schéma qui ressemble à un iceberg avec une partie immergée et une partie émergée, on voit que les tranches d'âge descendent jusqu'à avant 3 ans. Or, ça, il est clair que c'est un non absolu. Toutes les études sérieuses le disent, pas les études issues de la propagande, les vraies études scientifiques. Toutes les études le disent, pas d'écran avant 3 ans. Ça, c'est une constante absolue. Et là, on rentre directement dans les comportements sans limite. Si vous habituez votre très jeune enfant, votre bébé, à commencer à consommer de l'écran avant 3 ans, bah, en quelque sorte, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. On voit également que sur les sites professionnels, par exemple celui de Peggy, qui est un site directement de l'industrie du jeu vidéo, qui essaye de définir des classifications par tranche d'âge, c'est-à-dire quels sont les jeux qui sont acceptables pour telle tranche d'âge. Alors on voit que ça commence à 3 ans. On voit également à travers les icônes, les pictogrammes qui doivent s'afficher sur les emballages des jeux, qu'on a des éléments que clairement on souhaite éviter à nos enfants, genre nudité, langage grossier, drogue, peur, jeux de hasard, et encore je ne les ai pas tous mis, hein, parce qu'il y a également alcoolisme, violence, etc. Enfin bon, c'est que des horreurs, quoi, en quelque sorte. Il est clair que c'est précisément ce qu'on veut éviter, mais on s'aperçoit que même l'industrie elle-même ne peut éviter de dévoiler la réalité sur ces produits à travers cette classification. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette classification, quelque part, elle n'existe et elle n'est valide que pour les jeux avec emballage. Quand vous êtes online, par exemple, ou sur mobile, il n'y a plus d'emballage du tout. Donc la mention Peggy 3, 7, 12, etc., elle va peut-être même pas s'afficher pendant l'écran de chargement du jeu. Donc il est clair que cette disposition, c'était valable, et même éventuellement très valable il y a 10, 15, 20 ans, mais qu'aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Alors, nos recommandations, les comportements à éviter, c'est déjà ne pas s'y intéresser. Croire que c'est trop technique pour vous, trop compliqué, que c'est un truc de jeune, et donc laisser faire ses enfants. Croire que tout c'est sous contrôle.
parce que c'est uniquement une console ou uniquement un iPad ou ce genre de choses. Vous seriez surpris de voir l'inventivité des enfants en la matière et leur possibilité d'aller bien au-delà de ce que vous aviez prévu au départ. En plus, il faut savoir que même les consoles aujourd'hui sont dotées, sont équipées d'un accès à Internet, de la possibilité d'avoir un accès à Internet, donc de basculer sur le monde du online, et donc tout ce qui a été préinstallé au départ est largement vite dépassé. Un autre comportement à éviter, c'est d'utiliser les jeux vidéo comme une garderie numérique. Ça a été fait par les générations précédentes, les décennies précédentes avec la télé. On s'aperçoit aujourd'hui des ravages que ça a causé. Ce sera exactement la même chose avec les jeux vidéo. Il n'y a pas de, il y a une fiction qui veut faire croire que les jeux vidéo c'est bien mieux que la télé parce que les enfants y sont actifs au lieu d'être des récepteurs passifs des programmes. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que les effets vidéo, les effets secondaires sont éventuellement différents, mais ils ne sont pas plus positifs. Enfin, la dernière chose à éviter, c'est de croire que vos enfants ne sont pas concernés. Il faut bien voir, aujourd'hui, on s'en rend compte, c'est que ça touche absolument tout le monde. Et l'industrie et la propagande fait en sorte que ça touche absolument tout le monde. Quand un jeu important sort, il est accompagné d'un battage médiatique, d'une couverture médiatique qui fait que peu y échappent, en particulier eux qui s'y intéressent. C'est un peu comme les sorties au cinéma. Vous seriez surpris de voir l'impact, l'audience et les retombées des premières semaines de sortie d'un jeu vidéo très attendu. C'est quand même assez surprenant. En tout cas, c'est surprenant quand on ne s'y intéresse pas et qu'on découvre ça au détour d'un écran. Ma conclusion, c'est que il faut considérer que les jeux vidéo sont un des grands problèmes de notre société moderne. Et qu'aujourd'hui, on ne les considère pas autant nocifs que les autres grands problèmes que j'ai listés sur cette diapositive, tout simplement parce qu'ils sont plus récents et qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, qu'on n'a pas encore passé assez de temps à cohabiter avec cette question. Mais si on regarde les problèmes de la société moderne que j'ai listés sur cette diapositive, on voit amiante, cigarettes, télévision et enfin jeux vidéo. On s'aperçoit que pour chacun, il a fallu des décennies avant qu'on admette qu'il s'agissait d'un problème de santé publique. 90 ans pour l'amiante, plus de 60 ans pour les cigarettes, sans doute près de 60 ans également pour la télévision, avant enfin d'admettre que trop de consommation d'écran était nocif, très nocif. Pour les jeux vidéo, c'est pareil. Seulement là, on est encore dans la phase jeune, dans la phase préalable. Donc on n'a pas encore de recul. Alors que les études commencent à tomber aujourd'hui sur les méfaits de l'exposition exagérée à la télévision, les vraies études, pas la propagande. Pour le moment, les jeux vidéo sont encore épargnés. Évidemment, dans quelques décennies, on va s'apercevoir que c'est le même type de problème. Alors là, j'ai mis un dessin issu d'une étude du livre de Michel Desmurget, TV Lobotomie, où il compare des dessins d'enfants du même âge selon leur exposition à la télévision, le nombre d'heures de télévision consommées par jour. Donc, tout en haut, ceux qui en font le moins et tout en bas, ceux qui en font le plus. Dans ce livre Télé Lobotomie, que je vous recommande, à côté des deux livres de Jean-Charles Naïebi, qui est le spécialiste de la question de l'addiction au numérique, et qui est véritablement le pendant opposé du Yannick Noah de la psychologie que j'ai évoqué au début. Jean-Charles Naïebi, c'est le tout premier en France
à s'être intéressé, à avoir dénoncé la cyberdépendance, le problème des effets secondaires, en particulier des jeux vidéo, et ainsi de suite. Le problème, c'est que la propagande fait qu'il a moins d'audience que le Yannick Noah de la psychologie. Donc, pour revenir à TV Lobotomie, le livre de Michel Desmurget, il revient en long et en détail et en profondeur sur justement ces différentes études scientifiques qui aboutissent, qui concluent sans l'ombre d'un doute sur les effets secondaires et négatifs de l'exposition à la télé. Et il le dit lui-même, il dit qu'il s'attendait à trouver les mêmes conclusions sur les jeux vidéo, les mêmes causes produisant quelque part les mêmes effets, mais que pour le moment, on voit qu'il y a une inertie dans les études et qu'il n'y a pas encore de conclusion en la matière, mais qu'il s'attend à les voir dans les décennies qui vont venir. Donc je vous recommande en particulier ces 3 titres qui expliquent bien dans le détail, avec de nombreuses références qui sont toutes consultables, en ligne particulièrement, de voir qu'on est face à un vrai problème, que ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger, que c'est quelque chose sur lequel on peut agir et qu'il y a des règles simples à mettre en place et qui permettent de limiter les dégâts. Voilà. Maintenant, on peut passer aux questions-réponses sur cet important sujet. Bien, est-ce que tu m'entends, Alain? J'entends. Alors, la première question que je te propose, puisque tu as dit qu'il y avait des jeux violents, comment est-ce qu'on sait qu'un jeu est violent pour un enfant? Alors, ça c'est une bonne question. Il faut s'intéresser directement aux choix ou aux demandes qu'exerce l'enfant. Il faut aller voir sur YouTube, par exemple, il y a toujours des extraits qui montrent le gameplay de tel ou tel jeu et on s'aperçoit très rapidement qu'un jeu est sanglant, qu'un jeu est violent. Un des jeux qui est, comment dire, un des plus diffusés au monde, c'est GTA. Alors, GTA, ça veut dire Grand Theft Auto, c'est-à-dire les voleurs de voitures en quelque sorte. Et c'est un jeu qui cumule absolument toutes les horreurs qu'on voudrait éviter dans n'importe quel foyer, et même pour des jeunes adultes. Donc, il n'est pas du tout difficile de s'informer sur le contenu d'un jeu, il suffit d'avoir son titre. Et pour connaître son titre, il suffit de demander à l'enfant qu'est-ce que tu veux voir comme jeu. Et d'ailleurs, il est tout à fait significatif de constater que des grands fabricants de jouets, comme Lego ou Playmobil, essaient justement de mettre un pied sur les contenus vidéo et les contenus de jeux vidéo à travers soit des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, soit des jeux vidéo qui sont des jeux vidéo de combat, qui sont des jeux violents. Bon, dans le cas de Playmobil et Lego, c'est pas vraiment sanglant, encore heureux d'ailleurs, mais incontestablement, c'est pas du tout l'image gentillette qu'on avait de ces fournisseurs. Donc, il n'est pas du tout difficile de se renseigner, il n'est pas du tout difficile de comprendre de quoi il s'agit à partir du moment où on a une démarche d'implication dans ce domaine. À partir du moment où on a la démarche de s'intéresser aux demandes de ces enfants dans le domaine, et il suffit d'avoir le titre du jeu désiré pour se rendre compte tout de suite, très très vite, si c'est quelque chose d'acceptable ou si c'est quelque chose qu'il faut rejeter. C'est tout simple, hein. Il suffit d'aller sur YouTube. Tout de suite, vous avez des vidéos d'explications de comment franchir tel ou tel niveau, à quoi ressemble le gameplay, ou tout simplement des bandes annonces faites par le fournisseur. Et rien que ça permet de se rendre compte. Donc, c'est pas du tout difficile. Je reviens sur ma recommandation initiale. Il faut s'intéresser au domaine. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas penser que c'est technique ou que c'est simplement un truc de jeune. Il faut s'y intéresser. D'accord. Alors, la deuxième question, puisque justement tu as parlé de Lego et Playmobil, qui sont plutôt des jeux et plutôt éducatifs, la deuxième question, c'est quid des jeux éducatifs ou des applications comme faire des puzzles, justement Montessori sur iPad,
C'est-à-dire de remplacer le matériel qu'on n'aurait pas, par exemple des puzzles. Est-ce qu'on peut faire à travers des jeux qui se disent éducatifs, remplacer ça par des applications iPad? Alors, réponse courte, non. Réponse longue, il faut développer un petit peu plus, évidemment. Mais en gros, on s'aperçoit que c'est une énorme déception, qu'on attendait vraiment beaucoup de ce domaine-là, qui a commencé à apparaître dès 1995, donc on commence à avoir un certain recul, hein, ça fait plus de 20 ans quand même qu'on nous berce de la même fable, c'est-à-dire qu'avant, c'était en 95, c'était les CD-ROM. Les CD-ROM, ça allait être un formidable aide accélérateur éducatif, qu'on allait pouvoir développer l'intérêt des enfants et leur performance. Et des CD-ROM, il y en a eu pendant des années. Et on a vu, à part quelques rares exceptions, que la plupart du temps c'était très médiocre, que ça apportait pas grand-chose sur le plan connaissance, intérêt, éducation, etc. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui avec les tablettes, les smartphones, les applications online, où on vous vante que c'est merveilleux, que votre enfant va développer son vocabulaire, apprendre les tables de multiplication, etc. Moi, j'ai fait plein d'expériences dans ce domaine-là. J'étais très motivé justement à pouvoir m'aider d'applications sur iPad, par exemple, pour le calcul élémentaire, les tables de multiplication, etc. J'en ai essayé plein moi-même. Et à chaque fois, ça a été une grosse, une lourde, une profonde déception. On s'aperçoit aussi, on commence à avoir des chiffres aussi. Récemment, je lisais une étude de The Economist qui faisait le bilan de justement 25 ans d'informatisation des écoles au Royaume-Uni et aux États-Unis, où la densité d'ordinateurs présents dans les écoles avait été multipliée par 30, 40 par rapport aux premières années. Bon, c'est normal, au début, il y en avait relativement peu, mais maintenant, on le voit. Et on a d'ailleurs cette expérience dans les écoles qu'on voit en Floride, où il y a beaucoup, beaucoup d'ordinateurs dans les classes. Mais le bilan de ces ordinateurs, il est super maigre, même aux États-Unis. J'ai envie de dire particulièrement aux États-Unis, où on s'aperçoit qu'au final, ces ordinateurs sont surtout utilisés pour les tests périodiques, les tests qui sont très utilisés aux États-Unis parce que les écoles sont notées selon les résultats de ces tests performés par les élèves. Donc, il y a une démarche d'automatisation de ces tests à travers les applications sur écran et de remonter des résultats directement online vers les, euh, les autorités de tutelle. Mais on s'aperçoit d'une façon générale qu'il y a quand même une énorme déception vis-à-vis de toutes les promesses qui ont été rabâchées depuis 20-30 ans. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que aujourd'hui, ça recommence parce qu'on nous dit oui, effectivement, jusqu'à présent, il n'y a rien qui a marché, mais tout va changer grâce au développement de l'intelligence artificielle. C'est très à la mode depuis 2-3 ans, à travers certainement, vous avez entendu parler par exemple de deep learning et ainsi de suite. Mais là encore, on cherche à nous vendre des merveilles enrobées de beaux emballages, mais il n'y aura pas de substance. Donc là, on a quand même un certain recul et on s'aperçoit que d'une façon générale, tout ce qui a été promis, rien n'a été délivré. Par rapport à tout ce qui a été promis, rien n'a été délivré. Et aujourd'hui, d'une façon générale, il faut arriver à se garder au maximum de l'utilisation de ces outils numériques. Parce que dans le meilleur des cas, ça n'apporte rien, et dans le pire des cas, ça provoque une dispersion, une accroche et des comportements qu'on souhaite éviter. Merci. Voilà, merci de votre attention. Et n'hésitez pas à nous adresser d'autres questions par email sur ce sujet important. Ma recommandation phare, vous l'avez bien compris, c'est surtout ne soyez pas intimidés par ce domaine. C'est facile de s'y intéresser, c'est facile de se documenter, et c'est particulièrement important, c'est le premier pas. Si vous renoncez à vous y intéresser, alors forcément,
c'est la porte ouverte aux conséquences qu'on veut éviter. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.